La saison 2 de Acharné nous plonge dans une bataille chaotique, violente et manipulatrice entre les générations. Voici ma critique, analyse et explication. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La saison 2 n'avait pas lieu d'être. La première saison, portée par les performances exceptionnelles d'Ali Wong et Steven Yeun, incarnant deux toupies humaines s'entrechoquant et tournoyant dans leur vie suite à une altercation routière, a démarré en trombe et s'est imposée comme l'une des meilleures séries de 2023. C'était une histoire parfaitement autonome, riche en thèmes profonds sur la condition humaine qui n'appelait pas forcément une suite. Alors, quand Netflix a annoncé que Acharné deviendrait une anthologie et bénéficierait d'une deuxième saison, difficile de ne pas être sceptique face à la volonté de la plateforme de surfer sur le succès d'une mini-série. C'est une stratégie qui, bien souvent, ne parvient pas à recréer la magie de la première saison. Même si le créateur Lee Sung-jin était toujours aux commandes, le pari restait risqué et les attentes encore plus élevées. Cela dit, je suis soulagé et ravi de confirmer que la saison 2 est vraiment excellente, pleine de la même énergie que la première saison, même si elle présente de nouveaux visages et de nouvelles névroses qui mènent à de nouvelles, disputes. Il ne faut pas comparer les deux saisons, car chacune se suffit à elle-même, mais c'est difficile de faire autrement quand on voit qu'elle puise habilement dans le même répertoire de détails plus ou moins insignifiants, qui est devenu, je suppose, la marque de fabrique de la série. L'obsession d'un personnage pour la décoration d'intérieur, la terreur des coyotes en Californie du Sud, et même une chute vertigineuse dans une colline. Ce qui est remarquable, c'est que tout cela fonctionne sans donner l'impression d'être du réchauffé. Le simple fait de placer des personnages différents dans des situations similaires engendre un changement fondamental. Ce qui est totalement nouveau, c'est le contexte que Lee et son équipe de scénaristes et de réalisateurs explorent pour leur critique du capitalisme tardif. Au fil de ces 8 épisodes, la saison 2 explore les méandres sociaux complexes et opaques de Monte Vista Point, un club de golf et country club huppé près de Santa Barbara. Au centre de ce système se trouve le directeur général du club, Josh Martin, qui a gravi les échelons au fil des ans, ainsi que sa femme, Lindsay Crane Martin, qui, bien qu'elle n'y travaille pas, s'est intégrée au groupe des épouses de membres du club pour maintenir les apparences d'une épouse attentionnée malgré un mariage en crise. Vu d'en haut, la clientèle exigeante, fortunée et en vue joue les amis, tant que cela leur est utile, tout en attendant de Josh qu'il soit un concierge omniprésent, réservant un parcours de 18 trous aux heures de pointe sans rechigner, et de Lindsay qu'elle soit une copine bavarde capable de parler en leur nom au personnel. La série leur offre constamment des portes de sortie pour échapper à ce mode de vie où l'on cherche à faire comme les autres, sans pour autant les surpasser. Mais ils refusent systématiquement. Ils sont incapables d'y renoncer. Tout en bas de l'échelle hiérarchique du club se trouvent Ashley Miller et Austin Davis, qui livrent tous deux des performances remarquables dans les rôles de la serveuse de bar fraîchement fiancée et de l'employé à temps partiel. Leur bonheur naïf s'effondre lorsqu'ils assistent par hasard à une violente dispute entre Josh et Lindsay, aussi choquante en personne qu'en vidéo. Cela déclenche une série de manœuvres d'intimidation entre les deux couples, qui tentent eux aussi de préserver leur propre relation. Ils s'y prennent tous plus ou moins mal, chacun est un peu naïf, mais ils marmonnent souvent qu'ils trouvent les autres stupides. C'est génial. Lee et son équipe ont une fois de plus réussi à tisser avec une facilité déconcertante des intrigues complexes et de plus en plus palpitantes avec tout le casting. Leur scénario offre aux acteurs une matière à se mettre sous la dent, tout en restant incroyablement drôle et en égratignant au passage la condition moderne. Isaac et Mulligan forment un excellent couple de millénials d'un certain âge, toujours fidèles à leur habitude, qui écoutent encore M83 et évoquent avec nostalgie Hot Chip, mais dont les rêves de jeunesse ont été mis de côté. Melton, qui, avec plusieurs projets et maintenant cette série, a définitivement dépassé le stade de Riverdale, est très convaincant dans le rôle d'un homme qui cherche à plaire à tout le monde, mais qui manque de confiance en lui, car il n'arrive pas à se détacher de ses années de gloire en tant qu'athlète de football américain universitaire. Et bien sûr, c'est un vrai régal de voir Spenny, après tant de rôles d'héroïne, incarner une femme qui se surmène malgré elle, victime de circonstances malheureuses, mais qui passe trop de temps sur les réseaux sociaux sans vraiment faire d'efforts pour s'aider elle-même ou apaiser ses paranoïas.
Ce sont les désirs égoïstes de ces 4 personnages, qu'il s'agisse d'un simple salaire annuel de 45 000 $ assorti d'une assurance maladie médiocre et à franchise élevée, ou de la volonté d'économiser suffisamment d'argent pour achever la construction d'une charmante maison d'hôte. Et la peur de tout perdre qui les pousse à se comporter de plus en plus de manière démente les uns envers les autres. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une série où autant d'épisodes se terminent sur des scènes qui m'ont viscéralement révulsé et en même temps m'ont fait applaudir. Chérie, tout le monde arnaque, déclare Josh sous l'effet de la drogue dans l'épisode 2, et il a raison. Les seuls à pouvoir tirer profit d'une victoire sont ceux qui ont amassé suffisamment de richesses pour s'offrir un jet privé et se rendre dans leur 5e maison au gré de leurs envies, ou ceux qui représentent au moins 2% du PIB d'un pays. Et dans le système de la série, il n'y a pas de prédateur plus redoutable que la nouvelle propriétaire du club, la présidente Park, incarnée par la légendaire Yoon Yoo-jung, à la tête d'un conglomérat sud-coréen, une femme discrètement terrifiante et richissime. Elle aussi prend constamment des décisions qui la protègent et l'enrichissent, elle et son empire, jusqu'à expliquer pourquoi elle a choisi comme second mari le Dr Kim, le meilleur chirurgien esthétique de Corée, de 20 ans son cadet. Yoon et Song n'apparaissent que relativement peu à l'écran dans l'ensemble de la saison, mais chaque instant est précieux. Ce sont 2 acteurs extrêmement talentueux et efficaces, et la saison 2 serait simplement bonne sans être exceptionnelle si leur personnage avait été supprimé. L'arrivée de Song dans un rôle à l'opposé de celui de chauffeur de la haute société qui tourne dans Parasite apporte une gravité supplémentaire qui propulse la série vers de nouveaux sommets dramatiques. Et à un certain moment, la saison 2 surpasse la saison 1 grâce à un changement de ton saisissant. Si la métaphore de la saison 1 était celle de la pourriture intérieure, celle de la saison 2 est l'infestation. Des plans s'attardent sur des fourmis déambulant parmi des oranges et des rebords de fenêtres, et sur des essaims d'abeilles bourdonnant dans des crevasses indésirables. Le désir insatiable d'en avoir toujours plus naît progressivement du simple tout ce dont nous avons besoin, c'est de soins, de santé, et la soif de vengeance dévorante, alimentée par des schémas de pensée pervertis et incontrôlés, deviennent une menace constante qui pervertit notre humanité. Elle transforme tout ce qui nous entoure en objet à exploiter au moment opportun. Quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard, les saisons changent et le cycle se poursuit. La scène finale de la saison 2 montre la présidente Park se recueillant sur une tombe dans un cimetière coréen. La caméra effectue un zoom arrière pour révéler, en plan aérien, un grand symbole circulaire au sol autour de la tombe. Ce cercle est divisé en plusieurs sections, chacune peuplée des personnages en conflit. On y voit diverses scènes impliquant Austin, Ashley, Josh et Lindsay, issus des épisodes précédents de la saison. Certaines négatives et agressives, d'autres joyeuses et positives. Une fois le cercle entièrement visible, l'image d'une créature le tenant et le mordant apparaît. Ce symbole est connu sous le nom de Bhava Chakra, une représentation visuelle du cycle de la vie, ou Samsara dans le bouddhisme. Le monstre autour du cercle est Yama, le dieu de la mort, et les sections à l'intérieur de la roue représentent les 3 poisons de la vie, l'ignorance, l'attachement et l'aversion. L'idée principale est que ces poisons maintiennent les individus prisonniers d'un cycle de souffrance, mais que s'ils font des choix positifs et brisent ce cycle, ils peuvent accéder à la libération. Cela se rattache à la querelle en soulignant que chaque membre de ces différentes générations est pris dans ce même cycle. On voit à la fin de la série qu'Austin et Ashley finissent par gérer le country club et deviennent aussi malheureux ensemble que Josh et Lindsay l'étaient au début de la saison 2. Leur ignorance de la véritable nature de l'autre, leur dépendance affective et leur aversion pour le conflit les ont maintenus prisonniers de ce cycle, et ils sont devenus ce qu'ils n'avaient jamais voulu être. Pendant ce temps, Josh a brisé le cycle, ce qui lui a permis, ainsi qu'à Lindsay, d'échapper à la souffrance. Josh et Lindsay ont trouvé une vie plus heureuse, c'est indéniable, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont gagné la bataille des générations. L'idée centrale est plutôt qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Les personnes de générations différentes peuvent avoir du mal à se comprendre, mais elles se trouvent toutes, en réalité, à différentes étapes du même cycle de vie. Moins elles reconnaissent l'inévitabilité de se retrouver au même point à la fin, moins elles ont de la chance de trouver la paix. Au cœur même du Bhava Chakra à la fin de la saison 2 se trouve la présidente Park. Ce personnage de la génération silencieuse a clairement indiqué tout au long de la série qu'elle ne croit pas à l'amour désintéressé. Pour Park, chaque action d'une personne est motivée par son propre intérêt. Toutefois, dans la scène finale, on comprend qu'elle ne le pense pas forcément. La tombe qu'elle visite est celle de son premier mari, qu'elle a quitté des années auparavant, bien avant son décès. Tout au long de la saison, Park évoque souvent ce qui se serait passé si elle n'avait pas quitté son premier mari. Un temps, cette pensée semble, une fois de plus, intéressée. Pourtant, la scène près de la tombe de cet homme révèle que Park passe ses années de sa vie rongées par des regrets lancinants. Assise près de la tombe de celui qu'elle a quitté, elle aspire à ce que les choses se soient déroulées autrement. La vie de Park est marquée par l'ignorance, l'attachement et l'aversion, ce qui explique pourquoi sa place au centre de Bhava Chakra est si appropriée.
À la fin, Josh a pris la bonne décision. Même s'il a fini en prison, il a accumulé du bon karma au sein de Samsara. Il a trouvé la paix intérieure en se libérant de son ignorance, de son attachement et de son aversion. Il a permis à Lindsay d'accéder à une vie plus heureuse. Dans la scène finale, on la voit mariée à un autre homme avec une fille, réalisant enfin des rêves qui semblaient inaccessibles, lorsque elle et son premier mari étaient prisonniers de la misère. Dans cette série, on a cru un instant que le sacrifice de Josh aurait pu convaincre Lindsay de ne pas divorcer. Elle a profondément apprécié ce qu'il a fait pour elle et, juste avant son arrestation, elle lui a déclaré son amour. Un amour véritable, un moment poignant. Pourtant, cela n'efface pas les tensions persistantes entre Josh et Lindsay. Rester ensemble aurait pu les replonger dans leurs vieux démons. Le fait que Josh ait choisi de ne pas chercher à savoir où vit Lindsay après sa sortie de prison prouve qu'il sait qu'ils sont mieux séparés. Alors que Josh et Lindsay ont réussi à trouver la paix séparément, Austin et Ashley ont emprunté une voie différente. À la fin, on constate que ce couple de la Gen Z a pris la place de leur prédécesseur de la génération Y, illustrant une fois de plus le samsara. Il est également évident qu'Austin et Ashley sont tout aussi malheureux que leurs homologues. Ce n'est guère surprenant car ce couple est lui aussi marqué par l'ignorance, l'attachement excessif et l'aversion, et leur relation n'a fait qu'amplifier ses sentiments. Au départ, Austin quitte Ashley, il lui fait remarquer ses problèmes d'attachement et d'insécurité, prend la clé USB et part la remettre à Eunice. Cependant, lorsque la fille qu'il aime ne parvient pas à prononcer un « je t'aime » au téléphone, il comprend qu'elle ne comblera pas son besoin désespéré d'affection et de reconnaissance. Il retourne donc vers Ashley, donne la clé USB à Park pour obtenir leur liberté, et le cycle se répète. Cela ne signifie pas forcément que Austin et Ashley ne trouveront jamais le bonheur ensemble, mais cela n'arrivera certainement pas s'ils ne règlent pas leurs problèmes d'insécurité. J'avais particulièrement adoré la saison 1 et j'ai bien sûr particulièrement adoré la saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, vivement la saison 3. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.